Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet immense. On va décortiquer un vrai plan d'action pour construire ce qui est sans aucun doute l'actif le plus précieux d'une entreprise, sa culture. Il y a cette phrase, hyper connue, qu'on a sûrement tous déjà entendue, « La culture mange la stratégie au petit déjeuner ». Elle vient de Peter Drucker, une légende du management. Et franchement, ça pose parfaitement le décor, parce que c'est exactement ça. On peut avoir la meilleure stratégie du monde, si l'équipe derrière ne suit pas, si elle n'est pas soudée, eh bien ça ne sert à rien. Souvent, on pense que la culture, c'est un truc un peu soft, une histoire de bien-être, de baby-foot. Mais non, pas du tout. C'est un actif stratégique, un vrai de vrai. C'est cette force presque invisible qui fait toute la différence. C'est elle qui attire les talents, qui booste la performance et qui, au final, crée un avantage que personne ne pourra jamais copier. Alors la question c'est, comment on fait pour construire cette culture de manière intentionnelle et pas la laisser au hasard? Eh bien c'est justement votre plan du jour, le framework Culture Builder. Voilà le programme, on va voir pourquoi c'est stratégique, comment définir les piliers, comment la documenter, la faire vivre et bien sûr la mesurer pour toujours l'améliorer. Allez, on attaque direct avec la première partie, le pourquoi. Comme pour une maison, avant de monter les murs, il faut des fondations qui tiennent la route. Et là, la fondation, c'est de bien comprendre que la culture, ce n'est vraiment pas un gadget. Non, c'est le moteur de la performance. Et concrètement, ça donne quoi une culture forte? Eh bien c'est simple. Elle agit comme un véritable aimant à talent. Elle attire les meilleurs et surtout, elle les garde. Elle permet à l'innovation de s'exprimer, elle fait émerger des leaders forts et elle booste l'engagement. C'est vraiment ça qui fait la différence entre une boîte qui stagne et une qui devient leader. Ok, super. Les fondations sont posées, on a compris le pourquoi. Maintenant, on passe au plan de l'architecte, au cœur du sujet. On va définir ensemble les 4 piliers qui vont soutenir toute la structure. Premier pilier, et c'est la base de tout, les valeurs authentiques. Attention, on ne parle pas des jolis mots affichés sur un mur. On parle des vraies croyances, des principes qui ne sont pas négociables et qui guident absolument toutes les décisions. Et j'insiste sur le mot authentique. C'est le plus important. Ces valeurs, ça ne peut pas être un truc qui tombe d'en haut, décidé par 3 personnes dans un bureau. Non, elles doivent venir du terrain, de ce que les équipes vivent tous les jours. C'est un travail de co-création qui peut aussi puiser dans l'histoire de l'entreprise, dans son ADN. Avoir de belles valeurs, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, les comportements attendus. La question est simple. Comment ces grands principes se traduisent en actions concrètes, visibles au jour le jour? Le but, c'est vraiment de passer de l'abstrait au concret. Prenons un exemple tout bête. Si l'une des valeurs, c'est l'apprentissage, eh bien, un comportement attendu pourrait être « chaque semaine, je partage une découverte avec l'équipe ». Et à l'inverse, un comportement à éviter, ce serait de balayer une nouvelle idée d'un revers de main sans même en discuter. C'est aussi simple que ça. Troisième pilier maintenant, les rituels. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces petites habitudes collectives, ces rendez-vous récurrents qui vont vraiment ancrer la culture dans le quotidien. Ce sont eux qui créent les liens, qui renforcent ce sentiment d'appartenir à un même groupe. Et pour illustrer ça, on a 2 exemples géniaux qui montrent à quel point ça peut être différent. D'un côté, Netflix, avec son fameux Keeper's Test, un rituel très axé sur la haute performance, et de l'autre, Spotify, avec les pauses fika, ces pauses café conviviales qui, elles, renforcent la cohésion et le lien social. 2 ambiances, 2 cultures, portées par des rituels très différents. Et on arrive au 4e et dernier pilier de notre plan d'architecte, le storytelling. C'est hyper puissant. Ce sont toutes les histoires qu'on se raconte en interne. Les grands succès, bien sûr, mais aussi les échecs, les anecdotes. C'est tout ça qui forge l'identité collective et qui donne une âme, un caractère unique à la culture. Voilà, notre plan est dessiné avec ces 4 piliers. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On passe à la 3e grande étape, il faut le documenter. Il faut passer de l'idée de l'implicite à quelque chose de tangible, de concret. Et là-dessus, l'exemple ultime, la référence, c'est Zappos avec son Culture Book. Ce qui est génial avec leur approche, c'est que ce ne sont pas les RH qui écrivent ce livre, ce sont les employés eux-mêmes, avec leurs propres mots. C'est ça qui le rend si puissant. Pourquoi c'est si important de documenter tout ça? Eh bien, ça permet de rendre l'implicite explicite. Tout ce qui semble évident pour les anciens devient clair pour les nouveaux. Ça crée un guide, une référence commune pour tout le monde. Et c'est essentiel pour que la culture puisse grandir et évoluer avec l'entreprise sans se dénaturer. Bon, on a un super plan, on a un beau document, mais un plan d'architecte qui reste dans un tiroir, ça ne sert à rien. Il faut construire. C'est la 4e phase, on va faire vivre cette culture, la rendre opérationnelle dans absolument tout le parcours d'un collaborateur. Et ça veut dire qu'il faut y penser à chaque instant. Dès le recrutement, est-ce qu'on embauche des gens qui partagent ces valeurs? Pendant l'intégration, bien sûr, mais aussi dans la manière de donner du feedback, dans la façon de célébrer les réussites. Chaque moment, chaque processus est une opportunité de renforcer la culture. On en parlait juste avant, mais Zappos c'est encore un super exemple ici.
Chez eux, l'adéquation avec la culture est aussi importante, voire plus que les compétences techniques pures et dures. C'est vraiment inscrit dans leur processus de recrutement. On arrive à la dernière étape. Et il y a un point super important à comprendre. Une culture, ce n'est jamais fini. Ce n'est pas un projet avec une date de début et une date de fin. C'est un organisme vivant qui évolue. Et donc, la dernière étape, c'est de la mesurer, de prendre son pouls régulièrement pour pouvoir la guider. Et pour ça, on a besoin d'outils, d'indicateurs, l'NPS par exemple, qui mesure simplement si les employés recommanderaient leur boîte. Il y a aussi les enquêtes d'engagement, le taux de rétention. Tous ces chiffres, mis ensemble, donnent une photo assez précise de la santé de la culture. Et ce qui est fou quand on regarde les chiffres, c'est l'impact du leadership. Une étude d'Ossethaner a montré qu'un leader moderne, inspirant, peut multiplier l'NPS par 12. C'est juste énorme. Ça montre bien que la culture, elle est portée avant tout par les managers. Et au bout du compte, le but ultime de tout ça, c'est de boucler la boucle. C'est de pouvoir prouver le retour sur investissement de la culture. De montrer comment tous ces efforts se traduisent en résultats business concrets. Plus de chiffre d'affaires, plus d'innovation, plus d'efficacité. Et voilà, on a fait le tour de notre plan de ce framework Culture Builder. Tout ça nous amène à une dernière question, une question que chaque leader devrait se poser.